Merci bien à toute l'équipe de Genève, Nathalie Müller-Mirza, Nathalie Delot, donc pour l'invitation ce soir pour vous parler de des implications en fait pour le domaine de l'orientation en fait de ces évolutions concernant les parcours professionnels, les carrières. Et donc je vais disons vous proposer un certain nombre disons, d'éléments qui sont en fait un peu la position qu'on essaie d'avoir nous en tant que disons, qu'acteurs de la formation en fait des conseillers disons, en Suisse, un peu la position qu'on essaie d'avoir par rapport disons, aux différents interlocuteurs qu'on a au niveau disons, cantonal, fédéral, etc. Mais bon, tout ça, ça se passe disons, dans un contexte évidemment disons, qui est un peu plus global. On ne peut pas juste penser l'orientation disons, de manière décontextualisée. Il faut qu'on regarde ça en fait un peu dans le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui, il est confronté à une grande série de défis que je vais juste évoquer, parce que, disons, l'orientation peut, comme j'essaierai de vous le montrer après, disons, disons par une contribution peut-être un peu modeste, mais disons, apporter quelque chose, disons, à la manière dont les personnes peuvent, disons, relever un certain nombre de défis. Donc on est dans un monde qui a toujours évolué, mais on a quand même l'impression ces dernières années qu'il y a une espèce d'accélération en fait, de ces évolutions. Puis ça concerne toute une série, disons, de domaines. Et puis, disons, peut-être le premier domaine que je voulais disons, évoquer, c'est l'évolution démographique, qui est vraiment très important. Donc on voit qu'il y a un grand nombre de personnes, disons, il y a toujours plus de personnes à former, toujours plus de personnes à insérer disons, dans le monde professionnel. Donc ça c'est clair, c'est un grand défi pour l'humanité, pour nous tous. Mais c'est clair que ça ne touche pas forcément, disons, cette évolution-là de la même manière, en fait, les différentes régions du monde, comme vous le savez bien. Et puis si on voit ici qu'effectivement pour l'Europe, disons, c'est plutôt une espèce de stagnation qu'on peut observer disons, depuis les années 50, ben, il y a d'autres régions du monde où on anticipe éventuellement disons, des augmentations très importantes de la population. Alors c'est dans les pays du Sud, typiquement là on parle de l'Afrique, dans les pays du Sud, ben déjà c'est déjà assez compliqué à l'heure actuelle pour scolariser tout le monde, pour offrir des perspectives à une partie de ces personnes. Donc s'il y a une augmentation importante de la population, ben, on verra que on sera confronté à un problème encore plus important. Donc ça touche de manière inégale en fait les différentes parties du monde. Puis dans nos sociétés occidentales, on n'est pas tellement confronté à cette difficulté de l'augmentation du nombre de personnes, mais par contre, on observe un vieillissement de la population. Et puis, c'est un vieillissement qui est relativement, disons, rapide. Puis là, vous avez la pyramide des âges pour la Suisse, tout à gauche en 1900, puis tout à droite en 2019. Puis on voit que la forme a totalement évolué. Donc la classe a pu représenter en Suisse, maintenant c'est 55 ans ou par là autour. Et puis avant, il y a 120 ans, les personnes de plus de 55 ans étaient très peu nombreuses, quoi. Donc ça pose toute une série de questions en termes, disons, d'implications pour les assurances sociales, mais aussi d'implications sur comment insérer ces personnes professionnellement, parce qu'il y a toute une discussion, comme on le verra après, sur l'insertion professionnelle des personnes qui sont plus seniors sur le marché du travail. On sait qu'une fois qu'elles sont sorties du marché du travail, c'est un gros défi de les ramener sur le marché du travail. Donc là, il y a toute une série d'enjeux qui touchent disons la retraite, le travail des travailleurs plus âgés, etc. Et puis, cette augmentation de la population qu'on évoquait auparavant, il y a d'autres implications associées, et notamment les flux migratoires. Et donc, on voit aussi que ces flux ont tendance à augmenter depuis le début du siècle passé. Alors, il y a toujours eu des mouvements de population. Ce qui a changé, c'est que là, il y en a pas mal, et puis ça va très vite. D'accord. Donc, les gens se déplacent relativement rapidement. Et puis là, on voit que le flux migratoire du nord vers le sud est relativement restreint. Les flux du nord vers le nord sont assez stables. Et puis il y a une augmentation importante des flux, disons, du sud vers le nord et du sud vers le sud. Donc les gens qui se déplacent, disons, sur l'hémisphère sud, quoi. Là, c'est une vie un peu plus détaillée de ce phénomène-là. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de déplacements d'individus. Donc, par exemple, si on prend l'Europe, la plupart de ces migrations, de ces flux, c'est à l'intérieur de l'Europe, hein. Donc, à l'intérieur des continents, ça génère le maximum de flux. Mais après, il y a aussi des flux entre les continents. Donc, typiquement, l'Amérique latine va alimenter l'Amérique du Nord. Là, en Afrique,
la majorité des flux, c'est à l'intérieur de l'Afrique. En cas de guerre, les gens se déplacent dans le pays à côté, etc. Mais il y a quand même une partie de la population qui va essayer de trouver, disons, un avenir en Europe. Puis il y a aussi des flux relativement importants à l'intérieur du continent asiatique. Et puis après, un certain nombre de personnes qui vont se déplacer de l'Asie vers l'Amérique du Nord ou vers l'Europe. Donc il y a un mouvement relativement important de personnes. Et puis ça, disons, ça a des incidences, disons, directes pour le travail des conseillers en orientation. C'est parce qu'ils ont une population qui est de plus en plus diversifiée, si on veut, avec des origines culturelles différentes, et donc aussi avec des problématiques un peu différentes. Et donc c'est le caractère, disons, multiculturel, multilingue, c'est une réalité qui se développe pour le travail des conseillers. Et puis ça veut dire qu'en termes aussi d'approche, et puis d'outils et de techniques, ça change un peu le travail de ces conseillers. Et puis ça pose toute une série de problèmes très, disons, très concrets. Peut-être vous le savez, mais dans le domaine de l'orientation, on utilise souvent des tests psychométriques, qui sont souvent développés dans un contexte donné, avec une population de référence donnée. Puis on ne peut pas les utiliser aussi facilement que ça avec quelqu'un qui vient d'une culture totalement différente. Et donc c'est un problème très sérieux qu'on a essayé de traiter, qu'on est en train de traiter dans un bouquin qui porte justement sur l'évaluation psychologique au défi de ce contexte interculturel et multilingue, et qui va sortir l'année prochaine avec des exemples concrets, disons, pour les praticiens et les usagers de l'évaluation psychologique. Donc ces flux migratoires, ça pose un défi, des difficultés ou un contexte nouveau pour les professionnels. Puis après, il y a aussi le marché du travail qui change, disons, beaucoup. Hein. Donc, si on pense, il y a 2 siècles, c'était l'ère de l'énergie à vapeur, et puis disons, c'est le départ de l'industrie, qui après s'est développé avec, disons, un développement très important en fait, de ce secteur industriel, puis cette production industrielle, disons, de masse. Et puis c'est d'ailleurs à ce moment-là, donc à la fin du 19e siècle, avec aussi, disons, l'engagement de ces ouvriers, qu'a émergé cette problématique de l'orientation, parce qu'on devait, disons, essayer d'aider les gens à trouver, disons, des emplois qui leur conviennent. Puis il fallait aussi aider le marché du travail à trouver des travailleurs, disons, formés qui puissent travailler dans ces industries. Donc, à la fin du 19e siècle, on voit l'essor en fait de l'orientation. Puis en Suisse, la première association dans le domaine de l'orientation, c'est 1906. Il y a des pratiques généralement plutôt dans les centres urbains en fait, pour accompagner ces personnes qui, disons, se déplacent en fait, souvent des campagnes vers les villes, puis vont trouver de l'emploi dans ces industries. Puis après, ça a évolué, puis il y a toute une automatisation, l'émergence de l'informatique, etc., donc des chaînes de production avec des robots. Ça, c'est un autre problème qui nous a pas mal mobilisé, c'est de savoir, cette automatisation, quel type de secteur ça a touché. Bon, beaucoup de gens ont dit, l'automatisation, ça a touché les emplois intermédiaires, typiquement employés de commerce. Donc, voilà. Mais en fait, les employés de commerce, on en forme toujours beaucoup. Et puis pour l'instant, ils trouvent du travail. Donc disons, on parle d'automatisation, on n'est pas certain de quel sera réellement l'impact sur le marché du travail. Mais bon, ça a commencé, disons, au XXe siècle, puis ça se développe maintenant encore davantage avec vraiment le développement, disons, de ces moyens digitaux et informatiques au service de la production, quoi. Et puis aujourd'hui, ce qui est aussi très frappant, c'est qu'il y a un développement très important du secteur des services. Et puis ça représente la moitié des jobs en fait dans le monde. Hein. Donc c'est vraiment, ça se développe et puis c'est très massif. Donc il y a une évolution très importante du marché du travail. Et puis comme le conseil va accompagner les individus vers ce marché du travail, forcément ça a une incidence après sur le travail très concret en fait, des conseillers. Et puis cette globalisation dont on parlait auparavant, ça a aussi une incidence très forte. Bon, c'est clair que les flux migratoires, c'est un aspect, mais il n'y a pas que les individus qui bougent, il y a les informations qui bougent, les marques sont présentes partout dans le monde. Il y a aussi tout ce qui est les canaux de diffusion d'informations qui se sont beaucoup transformés. Les journaux perdent de l'impact au profit des réseaux sociaux. L'information se diffuse très rapidement, elle est peu, disons, analysée en amont. Donc il y a toute une série de phénomènes, disons, qui sont nouveaux, qui sont liés à cette globalisation, puis à la rapidité des échanges à travers le globe. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui est mentionné ici, c'est que les États perdent de leur pouvoir, en fait. Par contre,
il y a différentes associations et organisations non gouvernementales qui arrivent à tirer parti de ces réseaux sociaux puis de ces mouvements pour pouvoir avoir un impact peut-être plus important qu'auparavant. Donc il y a une transformation, disons, vraiment de la société par ce phénomène de la globalisation qui touche vraiment tous les aspects de la vie. Et puis tout ça, ça a un impact évidemment important sur notre environnement. Et puis là, c'est la carte de l'empreinte écologique des individus. Alors nous, on est plutôt dans la partie orange. Mais on voit que les pays du Nord, on a vraiment un impact très fort. Et puis là où on anticipe une augmentation de la population importante, notamment en Afrique, on voit que pour l'instant c'est vert. Mais bon, à un moment donné, ça va aussi se transformer et puis avoir un impact plus important. Donc il y a aussi un défi, disons, en termes environnemental qui est extrêmement important, quoi. Disons, qu'on pratique, disons, ce métier d'accompagnement, il faut peut-être aussi réfléchir quel type d'attitude on veut avoir par rapport à ce type d'évolution, quoi. Et puis ça transforme notre environnement. Et puis là, je vous ai mis la photo du glacier du Rhône. Moi, personnellement, j'étais promené souvent au glacier du Trian. Je sais pas si quand vous montez là-bas en haut, moi je suis monté là-bas quand j'avais 20 ans, je me rappelle très bien. Maintenant, je monte, le glacier n'est plus au même endroit. Donc ça, on le voit, c'est très très fort, c'est massif. Donc c'est vraiment un changement très très important et souvent ça génère disons, de l'inquiétude parmi les jeunes, on l'a vu. Mais ça disons, pour nos sociétés, ça va être un défi majeur, quoi. Alors, toutes ces évolutions, ça a aussi des conséquences, disons, sociales. Il y a une augmentation de la précarité dans certains secteurs. On le verra après avec les emplois atypiques. C'est typiquement un exemple d'une précarisation d'une partie de la population qui travaille. Il y a une tertiarisation du marché du travail, j'en ai parlé avant. La moitié des jobs, c'est dans le secteur tertiaire. Puis il y a une dualisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'on a tendance, certains auteurs disent qu'on a tendance à perdre les emplois, disons, intermédiaires. Par contre, on préserve les emplois peu qualifiés, puis très hautement qualifiés. Mais cette chose-là, elle est pas mal discutée, parce que ça dépend pas mal en fait, d'un pays à l'autre. Ce n'est pas vraiment le cas en Suisse. En Suisse, on observe plutôt une diminution très importante des activités qui demandent un niveau faible de qualification. Et donc, on a une grosse difficulté pour insérer les personnes qui ont un faible niveau de qualification, par exemple. Et dans d'autres pays, c'est différent. Par exemple, je vous parlerai après du Burkina Faso ou de l'Afrique de l'Ouest. Mais dans l'Afrique de l'Ouest, en fait, c'est les personnes qui ont un niveau de qualification intermédiaire qui trouvent le plus facilement de l'emploi. Et puis les personnes qui ont le plus de difficultés, c'est les personnes très peu qualifiées ou très qualifiées, quoi. Donc typiquement, ils forment des sociologues par wagon. Et puis ces gens-là, ils ont la peine à trouver de l'emploi après dans ce contexte-là. Donc c'est juste pour vous signaler que ça dépend quand même beaucoup du contexte, en fait. Et puis ces transformations, elles ont une incidence sur les carrières des gens. Alors bon, là, c'est pas la carrière linéaire qu'on imaginait, disons. Et puis de nos jours, ça peut ressembler plus à ça. Alors il faut quand même savoir que, disons, la plupart des gens aspirent toujours à une carrière linéaire. La plupart des gens ne souhaitent pas, disons, avoir une carrière pleine de transitions et de changements, puis de se réorienter 4 fois. Mais disons, c'est une réalité pour une partie de la population. En Suisse, c'est une réalité pour une minorité. D'accord ? Mais peut-être dans d'autres contextes, ça va être une réalité pour un plus grand nombre de personnes. Et puis, ces évolutions, elles ont aussi un impact en fait sur la distribution des richesses. Alors dans un pays donné, je pense en Suisse, les disparités tendent plutôt à augmenter, mais aussi une augmentation des disparités entre les pays. D'accord ? Donc il y a les deux aspects qui interviennent. Et puis disons les espaces sociaux sont un peu moins structurés. Alors ça c'est ma position personnelle, on pourra en discuter après, mais disons on parle souvent de sociétés liquides ou de sociétés postmodernes. Alors le grand avantage de ce type de société, c'est que vous avez beaucoup plus de liberté. Je pense on le voit facilement dans tout ce qui est, disons, orientation sexuelle. Il y a beaucoup plus de tolérance par rapport à différentes orientations sexuelles, etc. Par contre, en même temps, il y a moins de normes, si on veut. Il y a moins de normes qui donnent disons, qui structurent en fait le champ social pour les individus.
Et puis ça génère une espèce d'insécurité. Donc cette insécurité, disons, économique, cette insécurité liée à la disparité aux inégalités, disons, mais elle est aussi peut-être renforcée par une espèce disons, d'évolution sociale qui, disons, d'un point de vue est positif, puisqu'on l'a souhaité pour en faire la promotion, mais d'un autre côté, elle a aussi un certain nombre de désavantages, quoi. Donc c'est un monde qui est relativement complexe. Et, le métier des conseillers, donc il y a tous les niveaux sont complexes. Je ne sais pas si vous pensez le système d'éducation en Suisse, c'est relativement compliqué. Pour quelqu'un qui vient d'étranger, qui est confronté au système éducatif suisse, c'est pas évident. Le marché du travail est très fluctuant, donc c'est compliqué d'anticiper les évolutions. Les normes sociales sont floues, donc ça génère de la complexité. Donc tout cet environnement complexe fait que le travail du conseiller, puis de tout intervenant d'ailleurs, au-delà de l'orientation, est confronté à cette complexité, puis son travail devient aussi plus complexe. Donc c'est plus complexe pour les individus, c'est plus complexe pour les personnes qui les accompagnent. Et puis, disons, par rapport au marché du travail, disons, un des exemples assez, disons, flagrants, mais là j'en donnerai en fait deux, c'est ces nouvelles formes d'emploi atypiques. Puis là, il y a un rapport en fait de l'OIT de 2016 qui a décrit ce phénomène-là. Mais ça concerne tout ce qui est emploi temporaire, vous avez là, le temps partiel, enfin le sous-emploi, les gens qui voudraient travailler plus, mais qui travaillent uniquement à temps partiel, disons, contraint. Tout ce qui est travail détaché, par exemple, la sous-traitance à des entreprises à l'étranger, enfin toutes ces chaînes de sous-traitance qu'on observe à l'heure actuelle. Donc moi, j'édite un journal. Moi, j'ai un contrat avec une entreprise néerlandaise, mais la plupart du travail se fait en Inde par des sous-traitants. Et donc je sais pas, j'ai 10 intervenants, et puis s'il y a un problème, c'est très très vite compliqué parce que les gens, en fait, ils ont des liens, disons, de travail, mais à distance, avec des entreprises différentes, les unes mandatées par les autres. Donc c'est très compliqué de travailler dans ce contexte-là. Puis on trouve ça dans le bâtiment, on trouve ça dans plein de domaines. Puis après, il y a les relations de travail déguisées, comme les chauffeurs Uber, etc. Et puis c'est clair que si on veut lutter contre cette tendance qui est associée en fait à la globalisation, il faut déjà avoir une réponse collective, il faut peut-être se mobiliser de manière ensemble, pouvoir, disons, inciter les pouvoirs publics à mettre en place un dispositif législatif qui permet de développer des politiques sociales qui régulent en fait cet élément-là, parce qu'en fait, ces emplois atypiques qui tirent parti en fait d'une certaine dérégulation, puis du fait que les législations d'un pays à l'autre sont différentes. Et puis tout ça dans le but de pouvoir sécuriser en fait un peu le parcours de ces personnes-là. Puis les gens qui ont une trajectoire un peu chaotique, c'est typiquement des gens qui sont dans des emplois, disons, atypiques, et puis qui enchaînent emploi atypique sur emploi atypique. Et puis là, c'est juste une illustration, c'est qu'on observe effectivement une augmentation en fait, de ces emplois atypiques. Puis là, c'est juste l'exemple pour l'emploi temporaire. Puis on voit qu'effectivement, ça a tendance à augmenter entre 2004 et 2014. 2014, c'est dans les petits points verts, quoi. Et puis on voit qu'on est entre 10 et ça concerne entre 10 et 20% de la population, quoi. Enfin des travailleurs. Avec une forte régression en Espagne, mais je pense que c'est lié à la crise qu'ils avaient à ce moment-là, je ne sais pas. Ouais. Donc effectivement, en Espagne, il y a une tendance, disons, inverse, mais donc globalement, il y a une augmentation, quoi. Après, c'est clair, comme je le disais auparavant, chaque pays a un peu ses caractéristiques propres, et on ne peut pas juste généraliser qu'on parle de dualisation. En Suisse, c'est pas aussi, ça semble pas être le cas, quoi, disons. Donc, voilà. Puis après, il y a toute cette économie des plateformes numériques. Donc ça, c'est une autre chose, c'est que typiquement en tant qu'éditeur, on a l'impression qu'on a un site internet, donc tout est informatisé. On a l'impression qu'il y a plein de choses automatiques, mais en fait, derrière les choses qu'on pense automatiques, il y a du travail humain qui est fait par des personnes. De même, toutes les plateformes, je sais pas, Instagram, TikTok, etc., ils engagent des gens pour aller vérifier les contenus et puis trier les contenus, mais c'est des gens qui le font. Voilà. Et puis, c'est pas forcément du travail qui est, disons, forcément déclaré, ils ne payent pas forcément des charges sociales, etc. Puis, par exemple, sur Mechanical Turk, je ne sais pas si vous connaissez Mechanical Turk, ça appartient à Amazon, donc c'est quand même une entreprise, disons, c'est pas un petit acteur, etc. Donc eux, ils proposent en fait des services pour recruter des participants pour des enquêtes et des choses comme ça.
Et puis les gens, ils sont faits payer à la réponse, à l'enquête. Donc il y a des gens qui répondent à des enquêtes toute la journée. Et puis les travailleurs américains, donc en Amérique du Nord ou aux États-Unis, qui travaillent pour Mechanical Turk, en fait, ils touchent un salaire qui est en dessous du salaire minimum. Donc c'est juste pour dire que ces plateformes, disons, de travail numérique, ça génère toute une série d'emplois qui sont typiquement atypiques, disons, et puis qui, disons, ne respectent pas un certain nombre de principes qu'on souhaiterait voir appliqués, parce que justement, en fait, ils ne sont pas soumis à la législation usuelle. Puis là, ça touche tous les secteurs d'activité. On peut penser à l'hébergement Airbnb, on connaît le problème, hein. On ne paye pas forcément les taxes de séjour, etc. Dans les transports, il y a Uber, il y a des entreprises de livraison, etc. etc. Bon, donc c'est un contexte qui peut être un peu compliqué, hein, pour les gens, puis pour les travailleurs. Et puis dans le domaine de l'orientation, on a dès le départ, en fait, disons, eu pour souci, en fait, d'avoir une action qui soit plutôt en faveur du développement d'une certaine justice sociale, hein. Puis ça, on le voit vraiment dès le début, parce que quand ces services ont été créés au début du siècle passé, ils ont été pour aider les travailleurs qui étaient démunis à trouver du travail, etc., dans les métropoles d'Amérique du Nord. Puis en Suisse, c'était le même souci, c'était d'aider les jeunes à trouver des places d'apprentissage, etc. Donc c'était vraiment se mettre au service des populations les plus démunies pour les aider à aller vers le marché du travail. Et puis ça, on le voit aussi dans le livre de Claparède, dans le rapport de Claparède pour l'Organisation internationale du travail, où il dit effectivement que maintenant, donc c'est 1922, donc c'est une vingtaine d'années après le début de l'orientation, que maintenant c'est bien reconnu que l'orientation peut faire une contribution majeure pour aider les gens à sortir de la pauvreté. Et puis ça, il le marque dans son rapport. Et puis ce livre, c'est un peu, disons, le début des écrits scientifiques dans le domaine de l'orientation en Suisse. Donc c'est un peu notre grand-père dans le domaine de l'orientation, puis il était dans votre université. Mais le livre, on l'a trouvé dans la librairie de Los Angeles. Quoi, bon, ça voyage. Mais donc là, on le voit très fort, en fait, ce souhait, en fait, d'œuvrer pour une justice sociale plus importante. Et puis, si on regarde les statuts de l'Association internationale d'orientation scolaire et professionnelle, dans les statuts, on retrouve aussi ça, la lutte contre les inégalités, pour l'inclusion, pour la justice sociale. Donc c'est dans les missions, en fait, de l'orientation, puis ça, on le retrouve à différents moments. Et puis c'est toujours une thématique. Donc si apparemment Claparède pensait que c'était vraiment important en 1922, ça n'a pas cessé, en fait, d'être une thématique dans notre domaine, parce que les ouvrages, en fait, publiés sur cette question, on en trouve chaque année. C'est vraiment une question très importante, quoi. Et puis si maintenant on prend, disons, le rôle de l'orientation, c'est vrai que l'orientation a toujours été considérée comme étant, disons, important, notamment pour aider les jeunes à passer de l'école au monde du travail. Puis ça a été la première mission de l'orientation, c'est d'accompagner les jeunes. Puis ça, on le trouve dans la Convention relative aux droits de l'homme, où c'est spécifié que les États signataires doivent mettre à disposition de l'information professionnelle et puis de l'orientation pour les jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien reconnu pour les jeunes, mais pour les adultes, c'est un peu moins mis en avant, hein. Donc c'est une orientation, disons, généralement gratuite, mais il faut bien voir que dans les signataires de cette convention, il y a plein de gens, plein de pays qui n'arrivent pas, en fait, à faire ça. Donc typiquement, je vous montrerai après quelques éléments, parce qu'on participe à un projet qui vise à développer l'orientation en Afrique de l'Ouest. Mais typiquement, dans ces pays-là, disons, ils n'arrivent pas, en fait, à avoir suffisamment de personnes pour vraiment offrir de l'orientation à tout le monde, puis qu'en plus, ils n'ont pas de plateforme Internet qui est fonctionnelle, donc il n'y a pas d'autres biais d'information. Et puis, l'orientation, si elle veut vraiment promouvoir cette justice sociale, une des premières choses qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'il faut vraiment qu'elle s'assure de pouvoir proposer des prestations pour tout le monde. Puis ça, c'est vraiment un enjeu clé. Et ce n'est pas un enjeu, disons, ça peut sembler, disons, une évidence, mais ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il y a différents enjeux. D'abord, les personnes qui ont le plus besoin des fois d'orientation, ils ne se présentent pas forcément dans les offices. D'accord ? Donc, comment on va chercher ces personnes-là ? Comment on s'assure que ces personnes-là aient accès à des prestations de qualité ? Et puis, disons, en Suisse, les prestations pour adultes sont payantes.
en Suisse allemande, pardon. En Suisse allemande. Dans certains cantons, ça dépend des lois cantonales. Hein. Dans certains cantons de Suisse allemande, les prestations pour adultes sont payantes. Et donc, du coup, si la personne est dans une situation de précarité, c'est un frein en fait, à l'accès. Donc, c'est une question qui a l'air un peu, disons, triviale, mais c'est une question qui est importante. Et puis, il y a souvent ces deux volets, c'est les populations mal desservies, marginalisées, puis les populations vulnérables, les migrants, les illégaux, etc. Puis quand on pense à ces populations-là, peut-être que les prestations qu'on offre, elles sont peut-être pas forcément adéquates. Typiquement pour les migrants, peut-être que, je sais pas, 2 séances d'information en français sur le système suisse, etc., c'est peut-être pas forcément suffisant. Puis donc, il faut adapter ces prestations. Puis donc, dans notre domaine, on parle beaucoup de contextualiser nos interventions. Alors moi, j'ai des collègues, au Brésil, qui réfléchissent à comment contextualiser les interventions pour toucher les plus pauvres du Brésil. Puis nous, on réfléchit sur comment on adapte nos prestations à ces différentes populations. Et puis comme j'ai dit auparavant, la question du coût, c'est vraiment une question cruciale, parce que si vous faites payer les prestations, ça a un impact sur l'accessibilité. Alors, nous, on s'est pas mal mobilisé auprès du CEFRI pour essayer de défendre l'idée de prestations gratuites pour tous, mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné parce que la plupart des représentants cantonaux pensent que le citoyen devrait participer en fait au financement en payant la prestation. Alors juste 2 exemples de travaux qu'on a menés ces dernières années sur cette réflexion sur comment contextualiser les interventions dans notre domaine. Alors, un des problèmes qu'on a dans nos sociétés, c'est tout le problème des jeunes qui sortent du système de formation puis qui n'ont pas de travail. Et puis il y a une petite proportion de personnes qui se retrouvent finalement à l'aide sociale et puis qui ont des réelles difficultés. Et puis ces personnes-là, c'est vraiment long et fastidieux que de les amener vers le marché du travail. Et donc là, vous voyez un peu les proportions de ces personnes-là, donc de 15 à 29 ans, qui ne sont pas en formation, pas en emploi, pas en stage. Et puis c'est des gens qui sont très marginalisés et puis qui nous posent pas mal de questions. Et qui posent pas mal de questions, disons, au canton, hein, parce que disons, ils sont à l'aide sociale à 20 ans, donc du coup, si on n'arrive pas à les mobiliser d'une manière ou d'une autre, ils vont rester à l'aide sociale jusqu'à toute leur vie. Quoi. Donc du coup, il y a un enjeu très, très important. Et puis c'est un projet qui avait été soutenu par le département d'action sociale du canton de Vaud, qui nous avait donné accès en fait, à toutes les populations qui sont dans les mesures en fait, dans le canton de Vaud. Puis donc l'État, il développe des mesures pour ces personnes-là, pour essayer de les ramener dans le marché de l'emploi. Puis si on regarde les caractéristiques de ces mesures-là, typiquement, c'est des mesures qui durent plusieurs mois, donc on accompagne ces gens pendant plusieurs mois, voire une année. C'est des mesures qui se font plutôt en groupe, collectivement, parce que l'insertion professionnelle, c'est aussi une insertion sociale, puis ces gens, ils souffrent des deux. Souvent, ils ne sont pas insérés professionnellement, mais au niveau aussi social, ils sont un peu insérés, donc c'est souvent de l'insertion socio-professionnelle, quoi. Ça implique tout un réseau de professionnels, des assistants sociaux, des animateurs, etc., etc. Puis après, il y a souvent des activités où on essaye d'aider ces personnes à reprendre confiance en eux, parce que c'est souvent des personnes qui ont échoué à l'école, qui ont toute une succession d'échecs, et puis qui sont un peu arrêtés dans leur vie quelque part. Et puis là, il faut leur redonner, disons, une nouvelle perspective. Et donc, on essaie de les remobiliser sur une tâche qui n'est pas forcément une tâche professionnelle. Certaines mesures font des comédies musicales, d'autres font des choses artistiques. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en gros, on essaie de les mobiliser sur un projet, qui reprennent confiance en eux, qui puissent travailler avec d'autres gens, qui puissent se soumettre à des contraintes, etc., etc. Et puis tout ça, on l'agrémente avec du coaching, de l'orientation, des stages en entreprise. Et puis on leur propose un accompagnement qui va les suivre tout au long de la mesure. Donc on voit que ce dispositif, si on veut, est très différent d'une orientation classique en 3 à 5 séances, etc. Donc là, on voit, on adapte vraiment ce qu'on peut proposer aux personnes disons, contraintes, puis à la situation très particulière de ces personnes-là. Alors ça, c'est un exemple
de quelque chose qu'on a étudié, disons, récemment, puis que vous vivez chacun dans vos cantons, parce qu'il y a des mesures, il y en a partout, puis des jeunes dans cette situation. Il y en a aussi dans chaque canton a ses mesures, puis son système. Disons, dans le canton de Vaud, c'est vrai qu'on a une grande diversité de mesures, puis donc les assistants sociaux, ils essaient de placer le jeune dans la mesure qui lui convient le mieux. Puis un autre problème un peu similaire, enfin, où on a dû pas mal adapter en fait les prestations, c'est toute la question en fait, de l'orientation des migrants. Donc, comme vous le savez sans doute, l'État a décidé d'essayer de favoriser une insertion socio-professionnelle rapide des migrants parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, en empêchant les demandeurs d'asile notamment, parce que le problème il est plutôt autour des demandeurs d'asile, puis pas tellement des migrants en général, parce que les migrants qui viennent d'Allemagne, etc., ils n'ont pas de problème pour s'insérer parce qu'ils viennent avec une place de travail déjà. Mais bon, pour les jeunes demandeurs d'asile, ils ont constaté que s'ils ne trouvaient pas de l'emploi dans les premières années, ils avaient de la peine après à trouver un emploi. Donc on avait des Érythréens qui étaient là depuis 4-5 ans, puis qui n'étaient toujours pas en emploi, donc il y avait une difficulté. Puis donc ils ont décidé, maintenant il faut qu'on les prenne dès le début, dès l'arrivée, puis qu'on les aide, qu'on les accompagne jusque vers l'emploi, qu'ils aient ou pas une réponse positive, si on veut. Donc ça, c'était une décision du Conseil fédéral. Et puis ça a donné lieu à un programme pilote dans le canton de Vaud qui s'appelait Insertion Vaud, INVO, et puis qui nous a mandaté pour les accompagner concernant la partie orientation. Donc on a eu l'occasion d'expérimenter ça, disons, concrètement. Et donc la prestation, c'était vraiment du suivi individualisé. Chaque personne était suivie par différents intervenants. Et puis il y avait vraiment du coaching individualisé sur tous les aspects liés à la vie pratique. Aussi les problèmes de santé qu'ils avaient, parce que c'est des gens qui ont des fois des traumatismes, parce qu'ils ont vécu des choses pas très agréables pendant leur parcours. Et puis ils essayent aussi de tenir compte de toutes les difficultés personnelles qu'ils peuvent rencontrer, logement et autres. Après, ils avaient des cours de français. Et puis, simultanément, on faisait de l'orientation scolaire et professionnelle, où on faisait une espèce d'évaluation des compétences et du potentiel de la personne. Et puis après, on développait un plan de formation spécifique pour cette personne-là. Puis après, il y avait des gens qui essaient de trouver des places d'apprentissage ou de la formation. Ça dépendait un peu du niveau de la personne. Parce qu'il y avait, dans ces demandeurs d'asile, il y a des gens qui ont des qualifications très élevées, puis il y a des gens qui n'ont pas été à l'école du tout. Donc il y a une diversité de situations. Puis c'est pour ça que l'accompagnement individualisé, cette fois-ci, c'est pas comme la dernière fois, est profitable. Puis voilà, c'est juste le cas. Donc on a suivi toute une série de cas. On a nous-mêmes en fait proposé de l'orientation pour ces migrants comme prestataires de services pour INVO. Puis là, c'est typiquement le cas d'une jeune femme qui vient d'Érythrée. Elle a fait toute son école. Puis après, elle a eu l'obligation d'aller à l'armée. Ça lui a pas tellement convenu. Donc elle a quitté l'Érythrée. Et puis après, elle passe par l'Éthiopie, la Libye, l'Italie, avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer pendant ce type de migration, arrivée à l'âge de 20 ans en Suisse. Et puis après, elle est arrivée, elle est prise en charge par INVO. Et puis c'est quelqu'un qui s'est très rapidement mis à la langue française, parce qu'elle avait des très bonnes compétences en fait, disons, scolaires. Et disons qui après, disons, voulait faire une première formation dans le domaine, disons, social, avec l'idée que suite à cette première formation dans le domaine social, elle pourrait peut-être réaliser son rêve, qui serait d'être une infirmière en Suisse une fois. Et c'était vraiment cet accompagnement, disons, individualisé qui lui a permis en fait à la fois d'identifier ce souhait, puis aussi de le réaliser d'une certaine manière. Puis alors, quand on travaille avec ces personnes-là, c'est des personnes qui ne parlent pas forcément très bien le français, puisqu'on les prend très au départ. Donc on a besoin de travailler avec des interprètes, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas juste face à face, mais il y a 3 personnes. Après, tout ce qui est test, ça va pas très bien, donc on utilise beaucoup on fait pas mal de trucs, disons, narratifs, on fait des dessins, on essaie d'essayer d'identifier les ressources, on essaie de les positionner. Et puis donc on a développé un outil qui est le parcours de vie, où les gens ils décident en fait leur parcours migratoire, puis ce qu'ils ont fait auparavant, puis toutes les ressources qu'ils ont tirées de ça. Puis sinon il y a toute une série d'outils qui consistent à trier des cartes. Il y a des tests d'intérêt, on trie des cartes avec des images où les métiers sont représentés sous forme d'images. Donc on utilise beaucoup de choses de cet ordre-là, de tri de cartes, représentation, etc. Puis on adapte vraiment
d'une personne à l'autre parce que ça dépend vraiment très fortement en fait. Il y a toute une série, disons, cet accompagnement, il a donné lieu à toute une série de succès des jeunes qui ont trouvé une place d'apprentissage, qui ont vraiment réussi à suivre en fait ces formations, puis d'autres c'est plus compliqué, quoi. Puis de nouveau, quoi, dans ces parcours migratoires, ce qui m'a le plus frappé, c'est que finalement les gens qui ont le plus de ressources, c'est aussi les gens qui tirent le mieux parti de l'environnement ici, quoi. Donc, de nouveau, les gens qui ont le moins de ressources parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'ils ont plein de difficultés, parce qu'ils ont des traumatismes, c'est encore plus difficile. Donc, de nouveau, faut mettre plus le paquet en fait sur les gens qui ont plus de vulnérabilité, plus de difficultés. Et ça, c'est dans nos activités, c'est un peu le cas pour tout le monde, quoi. Après, une autre thématique, mais je vois que l'heure avance un peu, qu'il faut que j'accélère un peu. Une autre thématique qui nous a pas mal mobilisés aussi, c'est quelle était la contribution de l'orientation dans le fait de pouvoir aider les gens à trouver un environnement professionnel adéquat. Et donc, on a pas mal travaillé sur cette notion de travail décent, en partant de l'idée que, disons, l'orientation avait quelque chose à contribuer pour aider les personnes à gérer leur carrière, puis gérer leur carrière aussi dans le fait de pouvoir accéder à un emploi qui soit, disons, adéquat pour eux, puis, disons, adéquat un peu en général. Et puis, disons, l'idée de travail décent n'est pas, disons, récente, on le trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit effectivement que les gens ont le droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. Et puis après, cette thématique qui a été travaillée beaucoup par l'OIT a été reprise dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc du coup, c'est devenu sur l'avant-scène de la politique internationale. Et puis donc du coup, ça nous a pas mal aidé à travailler cette question, puis aussi à obtenir des subventions en fait pour travailler cette question en Suisse et puis à l'étranger. Bon, là, c'est le travail, la définition du travail décent. Donc, il y a l'aspect que ça va nous permettre de vivre dignement, nous et notre famille. Donc, ce n'est pas juste le travailleur, c'est le travailleur et sa famille, dans des conditions, disons, de travail sûres, où il y a un dialogue social, où il y a une liberté d'expression et qui permet, disons, un développement adéquat de la personne. Voilà. Puis, dans le domaine de la psychologie et de l'orientation, en fait, il y a un modèle qui a été développé par des collègues américains qui essaie de faire le lien, en fait, entre les contraintes contextuelles, que ce soit économiques ou sociales, qui sont en fait les éléments là à gauche, des ressources personnelles sur lesquelles on travaille typiquement dans le domaine de l'orientation, donc aider les personnes à planifier leur carrière, à faire leur choix de carrière, d'accord, ça c'est ce qu'ils appellent cette volition, cette capacité d'action et de piloter son parcours, la capacité de s'adapter ou de transformer son environnement. Donc ils ont essayé de faire le lien entre ces aspects contextuels, ces aspects personnels, et puis l'accès à un travail décent. Alors là, disons, ce qui est un peu particulier, c'est que ces ressources personnelles que j'appelle psychosociales, en fait, elles font le pont, si on veut, entre les contraintes et puis l'accès au travail décent. Mais disons, en fait, dans la réalité, il y a évidemment des impacts directs, massifs, en fait, des contraintes. Et puis là, ces facteurs, disons, ressources, ça permet à la personne d'avoir une certaine latitude dans son parcours. Et puis l'accès au travail décent dans ce modèle-là, c'est lié avec la satisfaction de différents besoins. Ça peut être des besoins fondamentaux, des besoins d'ordre social, de lien social, et puis des besoins, disons, d'autodétermination. D'accord. Donc, l'accès à un travail décent, puis à une vie, disons, décente et digne, comme on va voir après l'aspect de dignité extrêmement important, là, ce n'est pas vraiment évoqué. Cet aspect de vie digne, c'est lié à la satisfaction de ces besoins-là. Puis ça, c'est un moteur du développement du bien-être de l'individu. Donc ça, c'est le modèle qu'ils ont proposé par ses collègues. Puis nous, on a essayé de tester ça en Suisse. Et puis, disons, effectivement, on arrive, enfin, partiellement, puis effectivement, on arrive à montrer que ce modèle-là, il correspond à une certaine réalité, bien que les facteurs de marginalisation en termes de niveau d'éducation, d'histoire, de non-emploi, et puis les conditions de travail qui peuvent être précaires, ont une incidence aussi, disons, directe, en fait, sur le fait sur sa capacité à avoir un travail décent. Puis tout ça, évidemment, est lié avec
de manière forte sur la qualité de vie. Hein. Donc si on veut le fait de pouvoir aider les gens en offrant des contraintes, disons, qui soient enfin, des facteurs contextuels qui soient favorables, et puis en essayant de développer les ressources des gens, ça a un impact à la fois sur leur capacité à trouver un emploi adapté, mais aussi sur leur bien-être général. Vous voulez quitter? Il n'y a pas de problème. Avec regret. Pas de problème. Il avait annoncé la chose. Alors donc on arrive disons, à vérifier que le modèle il tient plus ou moins la route en Suisse, mais forcément quand on imagine travail décent, est-ce que le travail décent tel qu'on se le représente en Suisse, puis tel qu'il est défini par l'OIT, est-ce que ça se transpose si facilement que ça à des contextes où les contraintes sont quand même très, très différentes? Et donc on a essayé disons, d'adapter ça ou de vérifier ça au Togo là, et puis au Burkina Faso, parce qu'on a un projet de partenariat là, pour le développement de l'orientation qui est financé par la DDC et puis par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique. Ça, c'est nos collègues disons, burkinabés et togolais. C'était une séance qu'on avait à Lomé là, pour le projet. Et là, les résultats sont très similaires. Mais c'est clair que dans ces pays-là, ils ont encore un autre problème. Puis ça, j'ai pas évoqué auparavant, mais quand on parle de travail atypique versus travail typique, chez eux, il y a encore une autre segmentation, qui est le travail informel et formel. D'accord? Donc il y a en plus une autre dimension qui intervient. Et puis là-bas, le travail informel, c'est 70%. Donc c'est vraiment une très grande partie de l'emploi. Il y a plein d'emplois qui sont informels là-bas, qui chez nous seraient formels, parce que par exemple, le menuisier, il n'a pas de sécurité sociale, il ne paye pas de cotisation, donc du coup, il est souvent c'est du travail informel. Alors que chez nous, il a une obligation de cotisation, etc. Quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les gens du secteur formel et informel, sur tout ce qui est capacité ou ressources personnelles, tout ce qui est disons, évaluation de la satisfaction au travail, enfin ce genre de choses, la différence n'est pas si grande que ça, mais tous les facteurs de marginalisation sont très... on observe des différences très importantes en termes disons, de niveau d'éducation, en termes de niveau salarial, de niveau socio-économique, et tous ces éléments-là ont un effet disons, massif. D'accord? Donc, d'où l'idée que si on arrive à développer l'éducation, de l'orientation pour tout le monde, ça peut avoir un impact disons, intéressant sur ces paramètres-là. Après, on a aussi essayé d'identifier, on a fait différentes études disons, qualitatives en Suisse, en Afrique de l'Ouest. Et puis là, je vais peut-être juste aller vers la conclusion, mais c'est assez intéressant parce que si on veut, en Suisse, tous les éléments de l'OIT, on les retrouve en fait dans la définition telle que imaginée par les individus, mais il y a l'aspect de sens au travail qui est assez marqué en Suisse, qui est un élément supplémentaire qui n'est pas dans la définition générale. Ça, c'est en Suisse. Et puis, au Burkina Faso, on a fait ça avec des personnes du secteur informel, comme je sais pas, une vendeuse de beignets ou bien quelqu'un qui transporte de l'eau. Là-bas, en fait, ce qui est très prégnant, c'est que pour eux, il faut que le travail soit conforme aux normes sociales. D'accord? Ça doit permettre de s'inscrire socialement, d'avoir un rôle social, et puis il faut que ça soit digne. D'accord? Donc, en plus que d'avoir disons, un salaire adéquat, etc. Donc cet aspect de dignité par rapport disons, en lien avec ces normes sociales, c'était très fort en Afrique de l'Ouest. Puis en Suisse, ce qui était fort, c'était cet aspect de sens, ces deux éléments qui n'étaient pas dans la définition disons, de départ. Alors maintenant, sachant tout cela, le lien entre peut-être la contribution potentielle pour aider les gens à peut-être à naviguer dans ce marché du travail, disons, un peu dérégulé, puis dans leur recherche de trouver un travail adéquat. Ce que nous on propose, c'est qu'effectivement, il faut qu'on puisse développer pas seulement de l'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi une orientation tout au long de la vie. Qu'on ait des prestations pour les jeunes, pour les adultes, et peut-être pour les personnes qui partent à la retraite aussi. Et puis la première chose qu'on essaie d'imaginer, c'est disons d'avoir une perspective un peu disons holistique de l'individu, parce que traditionnellement, à partir des années 50, on imagine les gens qui cheminent en fait dans cet arc-en-ciel de la vie, où les gens ils ont différents rôles, et puis
le poids relatif de ces rôles, il change. Puis chaque fois qu'il y a un changement très important dans le poids relatif de ces rôles, ben, il y a une transition. Et puis ben, on peut imaginer que le conseiller puisse, disons, accompagner cette transition. Mais ça, c'est un des éléments, cet élément, disons, longitudinal avec une séquence de transition. Il faut aussi voir que cet aspect qui est d'ailleurs sous la contrainte de différents déterminants sociaux, etc., il y a encore un autre élément qui est plus lié à l'individu, qui sont les différents strates de l'individu. Et puis, dans les différentes strates de l'individu, ben, il y a les rôles et les comportements. Puis après, il y a tout ce qui est valeurs. Puis les valeurs sont extrêmement importantes pour l'individu parce que ça lui permet de donner un sens en fait, à son parcours. D'accord ? Puis d'ailleurs, les gens, je sais pas, quand vous travaillez avec des gens de 40 ans qui font une transition importante, souvent ils ont un problème de sens. C'est des fois un problème, disons, de satisfaction au travail, mais c'est des fois des problèmes de sens. Ils ne trouvent plus de sens au travail, donc ils ont besoin d'initier une transition pour trouver un nouveau sens. Et puis au-delà de ça, disons, en plus de ça, il y a tout l'aspect identitaire, parce que les rôles, ces valeurs, ben, ils vont alimenter une représentation de soi. Et puis cette représentation de soi, elle va aussi nous permettre de naviguer en fait dans ce parcours. Donc si on veut, il y a l'aspect temporel, il y a l'aspect des différents domaines de vie, il y a les différentes composantes personnelles, puis il y a les différentes influences sociales qui interviennent. Donc je pense qu'il faut, donc, si on veut essayer de comprendre un peu le parcours des gens, des fois aussi la complexité des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lors de ces transitions, ben, il faut avoir ces différents éléments, disons, à l'esprit. Puis l'apprentissage tout au long de la vie, ben, c'était, disons, défendu par toute une série de personnes. Il y a une législation dans ce domaine-là. C'est pas quelque chose qui est, disons, questionné. L'importance de cet apprentissage, mais ça a quand même différentes implications. C'est que déjà, il faut qu'on ait une éducation accessible à tous. D'accord ? Si on n'a pas ça, c'est difficile de pouvoir penser à un apprentissage tout au long de la vie. Il faut de la formation continue accessible à tous. On sait que les personnes peu qualifiées demandent moins de formation continue, donc on voit bien les enjeux. Et après, ben, l'apprentissage tout au long de la vie, ben, c'est bien pour rester employable dans un secteur donné. Mais ce n'est pas forcément, disons, une solution unique, si on veut, pour des personnes qui doivent faire des transitions importantes. Puis pour des personnes qui doivent faire des transitions importantes, comme changer de secteur d'activité, entreprendre une nouvelle formation, là, généralement, c'est bénéfique de pouvoir aussi proposer de l'orientation parce que, disons, il y a des choix à faire et des positionnements. Enfin, il faut trouver un nouveau positionnement professionnel dans ce marché du travail. Et ça peut être, disons, ça peut avoir des implications assez compliquées. Donc, du coup, disons, c'est assez bénéfique de pouvoir proposer une orientation à ce stade-là également. Donc, si on veut, l'idée, c'est que dans un monde relativement instable, où le marché du travail peut générer de l'insécurité, on peut penser par exemple au secteur de l'imprimerie qui a perdu, je sais pas, 40% de ses emplois en 15 ans, quoi, disons. Et puis tout ça, ben, ça implique que la personne doit se reformer dans un autre secteur d'activité. À ce moment-là, il nous a semblé important de défendre l'idée qu'il faut à la fois de l'apprentissage tout au long de la vie, offrir des formations à des personnes adultes, de nouvelles formations, puis d'avoir un cadre qui permet de soutenir ça, et puis aussi donc de l'orientation pour accompagner tout ça. Et puis l'idée, c'est que, disons, ces dispositifs-là sont censés, disons, apporter une certaine sécurité à un environnement qui en apporte peut-être un peu moins. Et puis, disons, un exemple, c'est pas un très bon exemple, mais un exemple, c'est les mesures qui ont été, disons, prises par le Conseil fédéral l'année passée concernant les travailleurs de 40 ans et plus. Bon, donc ils ont décidé à un moment donné, notamment en vue de la perspective des votations du mois dernier, d'essayer de soutenir les travailleurs indigènes. Et donc ils ont proposé ça. Et donc ils proposent pour les personnes de 40 ans et plus, dans le but de les garder employables, de leur offrir un accompagnement, disons, dans le domaine de l'orientation, et puis aussi de développer de l'accès en fait à du perfectionnement, de la formation continue, et puis de la formation professionnelle. Puis dans la formation professionnelle pour adultes, là, il y a toute une série d'enjeux assez intéressants qu'on a eu l'occasion d'accompagner dans le canton de Vaud, parce que, disons, de proposer une formation professionnelle à des adultes, c'est pas toujours évident. Il faut que ça se fasse en cours d'emploi. C'est des personnes qui, parfois, disons, ont de la difficulté à se retrouver en classe avec des jeunes apprenants. Donc ça pose toute une série de questions
qui sont assez intéressantes. Et puis dans le dispositif du canton de Vaud, on évaluait notamment la plus-value de l'orientation. Puis dans les cas où les gens n'avaient pas d'orientation, il y avait beaucoup plus d'échecs, parce que les gens en fait sont pas toujours très préparés en fait à la formation. Par exemple, ils n'ont pas le niveau linguistique requis. Du coup, ils commencent, après ils sont en échec parce qu'ils ont un problème. Donc, dans l'accompagnement, disons, par un professionnel, notamment à l'entrée, puis après aussi un peu de suivi lorsque c'est nécessaire, c'était plutôt bénéfique pour ces adultes qui reprenaient une formation professionnelle. Donc ça, c'est un cas de figure assez particulier. Concernant l'offre de bilan professionnel, etc., je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, l'idée de la Confédération et du CEFRI, c'est de proposer des outils en ligne, disons, qu'on sait que les dispositifs automatisés n'offrent pas toujours des résultats très probants. Il faudra voir ce que ça donne. Mais je pense que d'avoir uniquement ça, ça va être insuffisant. Mais je pense que c'est déjà une étape dans la bonne direction. Puis après, on va toujours voir sur ce qu'il s'agira de faire, notamment pour les personnes les plus vulnérables, parce que comme ça, c'est une prestation qui est censée, être bénéfique à la plupart d'entre nous. C'est clair que les difficultés concernent une minorité, puis l'importance pour nous, c'est de pouvoir, allouer des ressources pour accompagner les personnes les plus en difficulté. Donc, une mesure, tout venant, c'est bien, mais il faudrait que ça soit juste un portail d'entrée pour les personnes plus vulnérables pour qu'on puisse après leur proposer des choses plus adaptées. Donc voilà, si on veut, nous on défend l'idée de cette combinaison entre apprentissage et orientation tout au long de la vie, mais est-ce que ça suffit? Et puis nous on pense que non, parce qu'en fait, si on veut vraiment avoir un impact sur la capacité des gens à obtenir plus facilement un travail décent, un travail adapté, et puis d'essayer d'accompagner ces trajectoires pour qu'elles deviennent durables. Puis quand je parle de carrière durable, je parle d'une carrière avec des transitions, mais des transitions qui sont sécurisées, où les personnes qui ont de la difficulté à gérer la transition sont justement accompagnées. Et c'est en ça qu'elles sont durables, parce que les gens arrivent à passer d'une étape à l'autre. Si on veut pouvoir soutenir ça, il faut à la fois des mesures d'ordre politique, puis des mesures d'ordre d'intervention et de soutien, de politique, d'action sociale. Et puis c'est la raison pour laquelle on essaie de s'impliquer au niveau politique en étant présent, comme étant interlocuteur des partenaires cantonaux, des partenaires au niveau de la Confédération. Donc nous, dans l'équipe, on est pas mal actifs au niveau du CEFRI pour essayer de donner notre opinion en tant qu'expert par rapport à ça. On essaie d'être actifs dans les associations, puis dans les organisations internationales. Puis j'ai l'impression que si, collectivement, on peut être présent et se faire entendre à ces différents niveaux, ça peut avoir un impact, parfois un impact. Par exemple, au CEFRI, ça fait maintenant depuis plusieurs années que je leur répète chaque fois que je le peux que l'orientation tout au long de la vie, c'est important. Je parlais de cette mesure 40 ans et plus, ils se sont un peu inspirés de ça. C'est pas forcément la forme que j'aurais souhaité. Mais donc ça peut parfois, un peu générer des idées. Puis on essaie aussi de se coordonner au niveau international avec des collègues de différents pays. Parce que c'est clair que nous, on a nos enjeux, mais finalement, avec la globalisation, les enjeux, ils passent un peu d'un pays à l'autre. Et donc je trouve ça très intéressant d'apprendre de collègues, par exemple brésiliens, comment eux, ils développent des interventions pour les personnes qui habitent dans les favelas, comment eux, ils gèrent cette situation-là, puis comment nous, ça nous fait peut-être réfléchir sur comment prendre en charge peut-être d'autres sous-populations de notre pays. Et puis par exemple, on a développé cette idée d'apprentissage et orientation tout au long de la vie dans un rapport là, pour l'UNESCO qu'on a publié, qui a été publié ce printemps. Donc on essaie chaque fois qu'on peut de nous faire entendre. Et puis après, au niveau des interventions, c'est clair qu'il faut qu'on ait des interventions qui soient effectives pour soutenir justement ces carrières durables, puis pour pouvoir convaincre les décideurs politiques. Puis une des stratégies que nous, on a utilisées, puis sur laquelle on a mis des efforts de recherche, c'est de pouvoir démontrer que les interventions qu'on propose, elles sont efficaces. D'accord ? Donc quand on propose une intervention, la personne en bénéficie, elle arrive à acquérir des compétences pour gérer sa carrière. C'est un impact, important pendant l'intervention. Là, c'est une diminution des difficultés des individus. Mais on voit que cette diminution des difficultés des individus entre avant et après l'intervention, elle persiste après. Donc les gens, ils arrivent à acquérir des compétences et puis ils arrivent à les utiliser par la suite. Puis ce type d'évidence, si on veut, c'est quand même assez, utile
pour nous qu'on essaie de discuter avec les décideurs politiques. Puis après, peut-être juste aussi pas oublier que dans toutes ces interventions, il y a un élément, c'est des relations entre des personnes. Hein. Et puis l'aspect relationnel est extrêmement important. On oublie un peu, hein, mais ça a un impact massif sur l'efficacité des prestations. C'est 40% d'efficacité, c'est des facteurs personnels. Puis là, on a aussi pas mal travaillé là autour. Voilà. C'est vraiment aussi important. C'est pour ça que ces plateformes informatisées, l'aide au choix automatisé, disons, c'est important parce que ça donne des informations aux gens, ça permet à tout le monde d'avoir pas mal d'informations. Disons, c'est pas la panacée pour tous les problèmes. Puis après, je parlais des interventions contextualisées très importantes dans une société, disons, diverse. Puis après, ce qui manque peut-être un peu, c'est tout ce qui est intervention communautaire auprès des groupes, un peu, peut-être au niveau des écoles aussi, c'est pas c'est pas encore toujours optimal, disons. Et alors, toutes ces questions, ben, c'est un peu accentué par le contexte actuel. Donc, ça a été évoqué auparavant, mais une crise sanitaire comme celle du Covid, on en aura d'autres, de crises sanitaires, et puis ça a plutôt tendance à augmenter les inégalités. Donc, le problème qu'on avait déjà au départ, ben, il est plutôt accentué, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on essaie, disons, de s'attaquer à ces difficultés. On voit aussi que les emplois atypiques augmentent. Donc, à un moment donné, il faudra réfléchir collectivement sur comment on essaie de réguler ces emplois. Hein. Et puis, ces carrières moins linéaires, c'est une réalité. Et puis, ça génère aussi toute une série de défis. Par exemple, si vous pensez quelqu'un qui a été travaillé pour une société en Amérique du Sud pendant 20 ans, il revient en Suisse, il a plus beaucoup d'aide, il a peu de ressources, quoi. Donc c'est des situations peut-être qu'on voyait peut-être un peu moins auparavant, mais maintenant que la mobilité des individus, on en voit plus, et puis c'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement, disons, spécifique. Qu'est-ce que je voulais encore vous raconter ? Donc il y a toute une série de défis qui se posent à l'orientation, et puis toute une diversité de demandes. Donc je dirais, ce qui est frappant dans notre domaine, c'est vraiment que le métier s'est pas mal transformé parce que la population, disons, à accompagner s'est beaucoup diversifiée. Là, on parlait des migrants, des jeunes, disons, qui sont à la recherche d'une insertion professionnelle, mais on travaille pas mal pour l'AI aussi, hein, pour l'évaluation des compétences résiduelles. Donc il y a toute une série de défis où l'orientation peut se mettre au service, si on veut, de l'aide à gérer, disons, son propre parcours, puis quelque part, disons, à stimuler une certaine agentivité des individus face à leur parcours professionnel. Alors voilà, peut-être juste pour terminer, parce que je vois que j'arrive au terme du temps qui m'a été alloué. Je vais peut-être juste remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi dans le centre de recherche qu'on a constitué. Donc on est une petite équipe, mais c'est un travail très plaisant et très... dont on est convaincu de l'utilité sociale, si on veut. Puis donc on est vraiment très motivés. On remercie aussi tous les bailleurs de fonds qui nous permettent de faire ces projets. Je dois dire que tous les projets qui nous permettent de faire des transferts de savoir-faire et de savoir-faire, puis aussi d'essayer de développer l'orientation dans d'autres pays, c'est très disons, valorisant pour nous. Puis on se sent assez utile. Donc on a été par exemple en Albanie pour aider les collègues de l'Université de Tirana à développer un programme de formation pour les conseillers. Donc on se dit, on va là, on passe quelques temps, puis après on voit que ça se développe. Au Togo, qu'on a débuté le projet, il restait 3 conseillers pour le pays d'orientation. Les collègues à qui on travaille là-bas, ils ont stimulé un peu le ministère de l'Éducation. Ils ont dit qu'il faut faire quelque chose. Ils ont fait des assises de l'orientation. Puis là, le ministère a décidé d'engager 50 conseillers. Donc on se dit, on essaye d'aider les collègues là-bas. Puis on voit que ça se développe, donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très plaisant. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ça. Et puis je voulais vous remercier, vous, pour votre écoute attentive, apparemment. Alors, merci beaucoup.